Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous allons parler de combat maritime avec mes deux invités, Thibault Laverne et François-Olivier Cormand. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes officier de marine, une longue expérience sur des bâtiments et sur les différents postes que vous avez occupés depuis le début de votre carrière. Et vous avez publié aux éditions des Équateurs cet ouvrage « Vaincre en mer au XXIe siècle », ouvrage qui a été couronné par le prix Conflit 2023. Très bel ouvrage qui sera probablement le manuel de tous les élèves de l'école navale si ils veulent comprendre ce qu'est la tactique maritime et comment on combat en mer. Alors on va essayer de faire un tour d'horizon au cours de cette émission pour aborder ces sujets dont on parle beaucoup dans l'actualité, des sujets qui sont parfois très techniques, très compliqués. Le public de conflit, certains connaissent parfaitement les sujets militaires, donc on va essayer d'aller un petit peu au fond des choses, et puis d'autres sont, comme d'ailleurs tous les Français, assez peu connaisseurs, donc on va aussi d'aborder des sujets peut-être plus basiques, mais d'expliquer comment fonctionne ce combat maritime. Alors une première question qui est vraiment une question de béotien, mais l'ouvrage porte sur la tactique maritime. Quelle différence fait-on dans le monde militaire entre la tactique et la stratégie? Les deux termes sont différents. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale aussi dans la manière de mener un combat ou de penser la guerre entre ces deux concepts? Alors effectivement, c'est une nuance qu'on peut commencer par apporter, puisque les ouvrages de stratégie maritime sont très nombreux. En revanche, la partie tactique navale que nous explorons est plus rare. Alors globalement, on explique que la stratégie, c'est la conduite de la guerre, quand la tactique est la conduite de la bataille. Donc on a deux échelles à la fois de temps et d'espace qui sont très différentes. Le niveau stratégique, c'est un niveau qui est relié aux politiques, qui va définir les objectifs de la guerre, des objectifs de temps long généralement, et qui est piloté de manière assez centralisée. La partie tactique, en revanche, c'est ce qui se passe sur le terrain, donc soit sur terre, soit dans les airs, soit sur l'eau, et qui consiste à aller atteindre des objectifs physiques, dans différents milieux, pour emporter les décisions qui va permettre d'atteindre des objectifs stratégiques. Et là, pour le coup, on est sur un commandement assez différent, plutôt décentralisé, au ras du sol, au ras des flots, avec en face un ennemi dont on voit parfois le blanc des yeux. Alors, il y a quelques semaines, au moment où on enregistre cette émission, le ministre des Armées a annoncé la livraison à hauteur des années 2030 du porte-avions. On voit que, le futur porte-avions, on voit que dans la construction des outils militaires aujourd'hui, que ce soit pour la marine ou l'armée de terre, il y a un temps très long entre la conception et la livraison. Ça peut être 10 ans, parfois une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'on s'assure que les outils, que ce soit un porte-avions, une frégate, un sous-marin, soient toujours opérationnels ou toujours dans le coup, si je puis dire, entre le moment où on le conçoit et le moment où il est livré et on va l'utiliser? Alors, je pense que c'est une constante, puisque les équipements navals sont des équipements qui sont généralement coûteux, longs à construire, et pas plus particulièrement depuis la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, quand on va concevoir un équipement militaire, et en particulier par exemple un bateau ou un sous-marin, on va s'attacher à faire en sorte qu'il ait des marges d'évolution et qu'il puisse en fait être amélioré tout au long de sa carrière. Et on voit aujourd'hui que les équipements navals les plus fiables, les plus robustes, les plus performants aussi, sont des équipements qui ont été conçus avec ces marges qui permettent de, petit à petit, par exemple, améliorer le radar, remplacer des briques logicielles, changer, par exemple, avoir des réserves de production électrique pour pouvoir apporter d'autres équipements plus puissants. Et on se rend compte que c'est cette capacité d'amélioration cumulative qui fait aujourd'hui et qui permet d'obtenir des équipements de grande qualité. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que ce qui fait l'adaptabilité d'un outil, généralement, c'est son équipage, en tout cas pour un bateau. Et ce qui fait la différence dans la bataille, bien souvent, c'est l'intelligence, l'innovation de l'équipage qui, à moyens égaux, avec parfois des moyens anciens, va réussir à s'imposer parce que justement, il a trouvé le bon moyen pour adapter son outil, parfois vieillissant, à la réalité du combat du moment. Alors, vous évoquez l'équipage, c'est effectivement fondamental, et alors, la marine ou l'armée de terre aussi, mais c'est vrai qu'on est toujours très impressionné par l'outil. Enfin, quand on voit le porte-avions, c'est magnifique, même quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est très imposant. Un sous-marin aussi, mais il faut des hommes qui le manient, donc ça nécessite de les préparer, de les former, et puis, comment vous l'avez dit, de les adapter. Il y a cette question aussi de l'articulation entre la technologie
et la place de l'homme, enfin de l'équipage. Là aussi, en termes tactiques, comment est-ce que vous pensez les deux? C'est-à-dire la haute technologie d'un côté et la nécessité d'un équipage qui va s'adapter aux conditions du moment, aux objectifs du moment, aux ordres aussi du moment. Alors je pense qu'il y a un petit peu deux questions. Il y a la question du lien entre la technologie et la tactique. Historiquement, les deux ont toujours été très liés et ça a toujours été un échange. Il a fallu que le tacticien s'adapte en permanence à ses équipements. Il y a un exemple qui est assez célèbre qu'on cite dans le livre, qui est, vous savez, au début de la Première Guerre mondiale, pendant la guerre sous-marine allemande, les Alliés patrouillent le long des routes, des artères vitales en fait, qui permettent d'alimenter le conflit. Et ça se passe très très mal. Et en 1917, finalement, la France n'a plus que quelques semaines de charbon devant elle. Et à ce moment-là, il y a toute une réflexion qui est menée pour finalement s'adapter à cette évolution technologique qu'est le sous-marin allemand et changer la tactique et passer d'un système de route patrouillée à un système de convoi, quelque chose qui finalement intervient assez tard dans la guerre, mais qui va radicalement changer le visage de la guerre navale à ce moment-là. Et voilà. Et donc on voit qu'en permanence, c'est une adaptation qui est nécessaire, un questionnement pour s'adapter à aux évolutions de la technologie. C'est quelque chose qui n'a pas changé aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose ensuite, un phénomène auquel les équipages doivent s'adapter. Oui, et malgré le fait que la tendance globale qu'on montre aussi dans le livre, qui est qu'il y a de moins en moins d'hommes sur le champ de bataille, de plus en plus de machines, on explique bien que la place de l'homme elle reste centrale, notamment dans les problématiques de décision, dans les problématiques d'intuition, qui sont fondamentales pour arriver à s'imposer dans le champ de bataille navale. Et donc on voit bien qu'à ISO moyen, c'est-à-dire avec des moyens comparables, entre deux forces navales qui s'affrontent, c'est l'homme qui va faire la différence. On peut citer un exemple historique également, qui sont les combats du Moyen-Orient, entre la guerre du 6 jours, la guerre du Kippour et puis après le début de la guerre en Irak, on a des compétiteurs qui sont à peu près symétriques, qui ont les mêmes moyens, et on voit très bien historiquement que c'est l'intelligence de l'équipage qui va permettre de s'imposer, et notamment dans les combats entre les Israéliens, les Syriens, les Égyptiens, pendant la guerre du Kippour, c'est assez lumineux, on voit cette différence, alors même que les Israéliens étaient en fait en infériorité numérique. Alors dans votre ouvrage, qui est extrêmement clair et lisible, donc pour toute personne intéressée aux questions maritimes, on n'a pas besoin d'être spécialiste ou d'être passé par l'école navale pour le comprendre, ce qui est très agréable. Et il y a toute une première partie qui est consacrée aux questions d'histoire. Et j'ai découvert d'ailleurs la richesse de la pensée française, de la réflexion française avec des auteurs nombreux. Pourquoi ce détour par l'histoire pour traiter de la tactique au XXIe siècle? C'était absolument nécessaire ou c'est, on dirait, une fioriture pour montrer qu'il y a une filiation ou par plaisir aussi de connaître ces auteurs, mais où est-ce que la connaissance de l'histoire est vraiment quelque chose de fondamental pour adapter une tactique aujourd'hui? Alors nous avons pris le parti de tout fonder sur l'histoire et d'essayer d'en faire quelque chose de prospectif. Parce que ce qui nous a frappé au fur et à mesure de notre carrière, c'est que lorsqu'on étudiait une bataille navale, on retrouvait des similitudes très très fortes avec des choses qui se produisent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre dans le livre des schémas, des histoires très simples de bataille navale. C'est de l'histoire bataille un petit peu essaimée, parce qu'on y retrouve, on retrouve en lisant aujourd'hui des histoires de conflits qui sont récents, comme par exemple ceux de la guerre des Malouines, mais aussi beaucoup plus anciens, comme la campagne de Suffren aux Indes, par exemple. On retrouve des choses qui sont encore aujourd'hui tout à fait d'actualité. Et j'irai encore plus loin, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que c'est pas juste un parti qu'on a pris pour avoir un axe d'approche historique, c'est tout simplement parce que la culture générale du combat naval passe par l'histoire, et au XXIe siècle, ce qu'on explique, c'est que pour pouvoir dominer, il faut avoir cette culture générale du combat naval. C'est ce qui permet d'être créatif. La marine, c'est une armée technologique, où on peut très vite être happé, un petit peu obnubilé par les procédés, par l'outil, en manquant de recul. C'est une grande constante qui a été observée justement dans l'histoire, où ces générations d'officiers de marine n'arrivaient pas à se défaire de leurs outils et ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et donc cette culture générale qui est indispensable, on essaye de l'apporter, et c'est une garantie, nous pensons, pour être créatif demain et pouvoir gagner en mer. C'est-à-dire que la marine à voile du 18e peut apprendre des choses sur la manière de mener une bataille aujourd'hui avec des sonars, des radars, l'arme nucléaire aussi. Alors, c'est un peu ce qu'on fait dans le chapitre 1. On fait des parallèles entre hier et aujourd'hui. On commence par les campagnes de Suffren aux Indes. On passe ensuite par la bataille de Ko Chang en février 41, pas loin de l'Indochine. Et puis on termine par les Malouines. On montre les différences évidentes,
parce que effectivement les combats de Suffren ne sont pas les combats des Malouines, c'est évident d'un point de vue des procédés. En revanche, sur les grands principes, des choses se retrouvent, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur la manière de penser sa tactique, la manière de s'imposer, la manière de se préparer, et ces grandes constantes-là, en fait, on peut pas les contourner. Et si on les comprend pas, ces constantes-là, et on les examine dans notre chapitre 4, en fait, on peut pas utilement se projeter dans l'avenir, et on peut pas utilement employer des outils sur lesquels on fonde notre tactique pendant les 40 ans qui viennent. Alors, il y a un peu un complexe dans l'histoire militaire française, notamment de l'histoire maritime, par rapport à l'Angleterre, où on rappelle toujours Trafalgar. Enfin, il n'y a pas eu que Trafalgar dans l'histoire de la marine française. On a aussi des victoires. Et à la lecture de votre livre, on voit qu'il y a eu énormément d'auteurs français, de marins qui ont réfléchi aux questions tactiques, aux questions stratégiques. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'école française, est-ce qu'il y aurait une école française de la pensée tactique ou que l'on soit anglais ou français, on pense la bataille de la même manière? Je pense que la particularité, justement, c'est que le but de ce livre, ça a vraiment été d'essayer de combler une lacune. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, en regardant l'histoire, qu'il y a eu des périodes d'intense réflexion intellectuelle. Ça a été très très frappant au début du XXe siècle. Et puis, petit à petit, le nombre d'auteurs a décru. C'est toujours resté quelque chose qui est resté très vivace au niveau stratégique. Au niveau stratégique, il y a toujours eu des penseurs, même au XXe siècle, on peut citer Hervé Couto-Bégari, qui sont restés très attachés au sujet maritime et naval. En revanche, ce qui nous a frappé, c'était qu'au niveau tactique, il y avait finalement un peu moins de concrétisation. La marine continuait à produire, à réfléchir à sa doctrine, mais finalement, les choses sortaient peu et étaient peu mises dans une perspective historique. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire. Alors effectivement, on n'a aucun complexe par rapport à la Royal Navy ou l'US Navy, mais ce qui est vrai, c'est que quand on observe ce qui se passe outre-Manche, outre-Atlantique, d'un point de vue de la dynamique de la réflexion navale tactique, c'est vrai qu'en France, il faut reconnaître humblement qu'on est un peu en retard de ce côté-là. Or, ce qu'on explique dans l'introduction, c'est que quand vous avez de l'investissement capacitaire, de l'investissement technologique, vous devez avoir un investissement intellectuel qui soit à la hauteur. Voire même cet investissement intellectuel, comme disait Couto-Bégari, doit précéder l'investissement capacitaire. Et donc, ce que disait François Olivier, c'est que la dernière période de réflexion navale tactique intense en France, c'était le début du XXe siècle. Début du XXe siècle, compétition entre grandes puissances, changement technologique très rapide, et ce contexte, un siècle plus tard, on le retrouve aujourd'hui. Et donc, fort de ça, on s'est dit qu'il y avait non seulement ce manque à combler, non pas pour nous faire plaisir, mais surtout pour investir intellectuellement avant d'investir dans le plan matériel. Et qu'est-ce qui a changé dans la conduite de la tactique maritime aujourd'hui, en 2023, par rapport à ce qu'on fait, ça, ce qu'il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs, des changements importants, ou est-ce qu'il y a des constantes aussi, évidemment? Si, les choses ont beaucoup changé et changent très très vite. C'est ce qu'on a essayé de distinguer, c'est-à-dire de distinguer la partie fixe, les quelques principes qui traversent l'histoire, des tendances du moment qu'on essaye de circonscrire et d'analyser. On peut citer par exemple le rôle de plus en plus prégnant de l'information. On peut citer également le fait que les choses aillent de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Enfin, c'est très frappant. Aujourd'hui, un missile va plus vite, plus loin et est encore plus létal. Mais ce qui nous a paru le plus important, c'est d'essayer de voir quelles étaient ces tendances, mais aussi de définir quels étaient les facteurs de supériorité qui allaient permettre de s'imposer dans ce qu'on a appelé le cinquième âge du combat naval. Alors effectivement, déjà il y a des constantes qu'on examine. Ces constantes-là, on peut pas s'adapter aux tendances si les constantes on les maîtrise pas. Très simplement, les constantes, quelles sont-elles? Globalement, le milieu maritime dans lequel se situe l'action navale, qui a des grandes caractéristiques. Donc qui est global, fluide, lisse, immense en 3 dimensions. Tout ça, on revient dessus et on montre comment ça détermine l'action tactique depuis Suffren jusqu'à aujourd'hui. Il y a un deuxième grand volet de constante qui est le volet lié à la nature de l'action navale, qui est en fait donc une espèce de trilogie qu'on explique, un combat qui est à la fois rapide, un combat destructeur, un combat décisif. Ça aussi, ça n'a pas pris une ride. Et enfin, il y a des grandes constantes sur la manière en fait d'aborder la planification, d'aborder le combat naval. Fort de ces constantes-là, ensuite on se décentre un petit peu, on essaye de voir les tendances. Donc François Olivier en a donné certaines. Ce qui est sûr, c'est ce qui change sur 20 ans globalement, c'est les moyens de la guerre navale.
ça va très très vite, et donc c'est pour ça qu'on a théorisé notamment ce 5e âge du combat naval, qui est ce qu'on a appelé l'âge de la robotique, c'est-à-dire que les moyens d'avant continuent à rester, on a encore des canons, on a encore des missiles, on a encore des avions, pour autant cette bascule dans l'âge de la robotique, dans l'âge du numérique, où il y a beaucoup d'applications souvent qui viennent du monde civil et qui trouvent des applications dans le monde militaire, la question qu'on se pose c'est dans quelle mesure cela remet en cause la manière de travailler techniquement. Il y a certaines tendances, donc l'information qui s'épaissit, qui devient exponentielle. La fusion des milieux aussi, on pourra y revenir après. Le fait qu'il y a une dilatation du champ de bataille, l'influence réciproque de la Terre sur la mer qui n'a fait que croître. Donc tout ça on examine, mais à la fin, moi j'aurais tendance à dire que c'est les constantes qui vont dominer tout ça. Les tendances, il faut arriver à prendre une distance vis-à-vis de ces tendances-là pour pouvoir les dominer. Ce que l'on voit aussi, qu'il y a une superposition, c'est-à-dire que les inventions technologiques ne suppriment pas ce qui existait avant. On a développé le sous-marin ou l'avion, et ça n'a pas supprimé la frégate ou le porte-avions. D'ailleurs, c'était d'ailleurs une question à une époque, au milieu XXe siècle, est-ce que le porte-avions sera encore nécessaire ou utile ? Oui, il est toujours là. Alors je pense que effectivement, de manière générale, on se rend compte que rares sont les équipements qui ont complètement disparu. Il y en a quand même certains, on voit aujourd'hui plus beaucoup de cuirassés sur les mers, mais effectivement, on se rend compte que le nombre de vecteurs s'accroît, et que parfois il est utile d'avoir l'accompagnement, on va dire, d'une vieillerie, et que faire rentrer une vieillerie en service peut provoquer aussi une sorte de surprise, parce que ça reste un équipement qui est peut-être plus résilient, qui est peut-être plus efficace quand tous les réseaux numériques ou satellitaires sont coupés, etc. Donc effectivement, il y a aujourd'hui un champ des générations technologiques qui est très large. Et donc, quand on réédite une typologie un peu des moyens de la bataille navale dans notre chapitre 2, on essaye d'identifier en fait les grands principes actifs par catégorie de moyens qui n'ont pas changé. Je prends l'exemple du capital ship, dont on parle souvent. Le capital ship, il y a quelques siècles, c'était effectivement les vaisseaux du Roi Soleil avec leurs canons empilés sur les bordées. Capital ship qui s'est mué ensuite en cuirassé, puis en porte-avions. Sont également apparus les sous-marins nucléaires, donc d'attaque ou lanceurs d'engins. Et donc, on peut se dire, mais le visage de la guerre change. Sur le capital ship, en fait, le principe ne change pas. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va permettre d'emporter la décision dans la guerre d'escadre. C'est-à-dire entre deux flottes qui s'affrontent en haute mer pour se disputer ce qu'on appelle la maîtrise de l'espace aéromaritime. Et le capital ship, c'est celui autour duquel tout tourne. Ça ne veut pas dire que c'est le seul bateau en mer, il est souvent escorté, il est entouré d'autres bateaux, mais il y a un principe de liaison des armes qui se fait avec différents moyens autour d'un capital ship, exemple. Et puis également dans le chapitre 2, on fait une typologie des moyens qui ne sont pas capitaux, des moyens qui vont servir à exploiter l'espace maritime. Par exemple, toutes les flottes amphibies ne sont pas du tout des moyens d'escadre qui sont là pour s'imposer en mer, ce sont des moyens qui sont là pour aller utiliser la mer ensuite, pour agir vers la terre, une fois que les capital ships ont fait leur effet. Donc globalement, le capital ship de demain, je ne sais pas dire lequel c'est exactement, mais le principe d'un capital ship pour dominer dans la guerre d'escadre, lui, restera. Alors je voudrais aborder la question maintenant du lien entre marine, armée de terre, armée de l'air, et notamment si on prend quelques opérations militaires récentes, par exemple l'intervention française au Sahel. Alors, il y a eu plusieurs noms d'opérations, Serval, Barkhane, et l'Afghanistan également. Là, quelle est la place de la marine ? Ce sont des guerres qu'on voit essentiellement guerres terrestres, donc armée de terre. Est-ce que la marine est là comme un accompagnement, comme un soutien, comme une manière de protection, ou est-ce qu'elle a un rôle peut-être directement plus frontal dans ces guerres qui ont été menées, ou ces opérations qui ont été menées ? Alors, si on prend l'Afghanistan, par exemple, Oui. Alors, effectivement, la marine a un rôle qui est différent selon les opérations, et ça, donc, quand on remonte dans l'histoire, il y a toute une typologie d'emploi donc de la force navale qu'on retrace dans notre livre. Tout dépend de ce qu'on veut faire et de la configuration du théâtre. On peut avoir des guerres qui sont des guerres essentiellement aéroterrestres. C'est le cas de la guerre en Afghanistan, c'était le cas de la guerre également donc en Irak et en Syrie en ce moment, où là, on va utiliser la mer pour aller projeter de la puissance ou projeter des forces vers la terre. Donc là, en fait, on va utiliser le sea power, donc libre accès qu'offre la mer, pour aller
travailler au-dessus de la terre. Donc vous avez cité l'Afghanistan. L'Afghanistan, si on revient 20 ans en avant, les premiers avions français qui sont partis au-dessus du sol afghan, c'est les avions qui sont partis du porte-avions Charles de Gaulle. On a bénéficié à ce moment-là de l'accès offert par la mer, et des avions de l'armée de l'air, donc basés à Manas, sont arrivés quelques mois après, et ensuite la puissance aérienne basée à terre a pris le relais. Voilà, donc c'est un exemple. Quand on prend Harmattan, donc cette opération en Libye qui a été conduite en 2011, qui a été essentiellement conduite sur la frange côtière, là aussi, la marine, soit avec ses avions, soit en bombardant avec ses canons, a fait ce qu'on appelle la guerre des côtes, d'un point de vue historique, pour aller appuyer la manœuvre terrestre. Et puis il y a d'autres opérations où la marine va aller conquérir la supériorité navale pour pouvoir ensuite faire circuler des flux sur l'eau. Donc là, c'est un peu toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment, où il faut balayer de la surface de l'eau l'ennemi pour ensuite s'imposer. Mais c'est jamais une fin en soi, c'est quelque chose qui va permettre ensuite, derrière, de produire des effets dans un autre milieu. Et je terminerai au XXIe siècle. On parle souvent donc de la guerre aéroterrestre ou de la guerre aéronavale. Au XXIe siècle, avec les nouveaux milieux qui vont arriver, probablement que la mer servira aussi à agir, par exemple, dans l'espace. On peut imaginer que si demain on veut tirer sur les satellites ennemis, on pourra aussi le faire depuis la mer, avec des missiles adaptés pour ça. Et ben là, voilà, exemple, il faudra aller peut-être conquérir la supériorité navale en mer pour pouvoir agir dans un nouveau milieu qui est l'espace. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de l'Atlantique, 1943, c'est un des tournants, enfin, d'avoir permis de faire sauter le verrou atlantique et donc ravitailler l'Europe depuis les États-Unis. Ça a permis ensuite tout le reste, toute la conduite des opérations en Europe. En fait, c'est quelque chose de très historique. Si on regarde, par exemple, la maîtrise de la mer par la Royal Navy, le rôle que ça a joué face à Napoléon, le rôle qui a été celui du blocus des côtes françaises, des côtes continentales, le fait de pouvoir perturber, voire fortement entraver l'expédition en Égypte, et puis le rôle de pouvoir ravitailler, par exemple, à Torres Vedras, Wellington, et donc finalement permettre de contrer les troupes napoléoniennes en Espagne, et ensuite d'aller finalement jusqu'à Waterloo. On voit que ce rôle de la puissance maritime, de la thalassocratie, pas seulement en Atlantique, mais finalement dans tout l'espace où elle doit se déployer pour acquérir justement la maîtrise de l'espace aéromaritime, faire circuler ses flux et contrer un perturbateur qui, lui, a plus de mal à obtenir cette maîtrise. On voit que c'est quelque chose qui a encore à traverser l'histoire et s'est avéré crucial dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi bien avant. C'est la formule classique en géopolitique, celui qui tient la mer tient le monde. Et effectivement, ça y contribue. Alors, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est un cas à part ou est-ce que c'est une guerre uniquement terrestre ou est-ce que la marine a son utilité ou est-ce qu'il y a des enseignements à tirer déjà après un an de conflit de cette guerre en Ukraine pour la marine ? Oui, alors effectivement, la guerre en Ukraine, qui est une guerre, pour le coup, aéroterrestre au premier chef, c'est incontestable. Quand on dézoome un peu, on voit qu'il y a un volet maritime et un volet naval, avec beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, on l'aborde dans notre livre, dans la conclusion, on montre qu'est-ce que nous dit l'Ukraine aujourd'hui en 2022. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Ukraine ? Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, le côté russe, la marine russe a servi à appuyer la manœuvre terrestre, notamment avec des bâtiments amphibies qui ont été placés en Méditerranée, de la Méditerranée vers la mer Noire un petit peu avant l'invasion de février. La mer Noire a aussi été utilisée largement par les Russes pour aller soutenir la manœuvre terrestre, notamment en offrant une protection aérienne depuis la mer. Et puis, il y a également eu tout un jeu de menaces de débarquement qui s'est fait sur Odessa, qui a eu pour but de fixer d'ailleurs une bonne partie des troupes ukrainiennes côté d'Odessa, qui du coup n'ont pas été employées ailleurs. On peut également mentionner le recours au minage naval, qui a été utilisé assez tôt dans le conflit, donc là aussi dans l'objectif d'aller perturber les flux de l'adversaire. Et puis enfin dans le domaine naval, on retrouve des illustrations assez ponctuelles de l'affrontement, alors qui n'est pas de la guerre d'escadre à proprement parler, puisqu'en fait les moyens ukrainiens ils ont été balayés très rapidement, soit ils ont été neutralisés au port, soit globalement ils se sont sabordés eux-mêmes. Mais quand on prend l'exemple du Moskva, donc ce croiseur russe qui a été coulé après avoir été frappé par 2 missiles Neptune tirés depuis la côte, on retrouve toutes les caractéristiques du combat naval, qui est notamment rapide, destructeur, décisif. Quand vous voyez le Moskva, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez sur qu'est-ce qui a changé, en fait pas grand-chose. Et à la fin, vous revenez sur cette trilogie-là. Il y a un dernier point qu'on peut dire, c'est que au-delà de l'invasion, qui semble être l'enjeu aujourd'hui en Ukraine, l'invasion terrestre, on voit bien que l'enjeu il est plutôt sur le contrôle aujourd'hui des flux. Et quand vous regardez le phénomène de
décontinentalisation des flux énergétiques qui se sont remaniés avec la guerre en Ukraine, on voit que la mer reprend une importance de ce point de vue-là. Et là, alors on quitte le niveau tactique, on passe plutôt au niveau stratégique, mais on voit bien que le contrôle des flux maritimes, c'est aussi une des grandes leçons de la guerre en Ukraine. On l'a vu également avec la question des céréales, quand il a fallu faire sortir les céréales d'Ukraine pour nourrir le monde et pour éviter une famine notamment en Afrique. La mer a été cruciale justement dans cet accès-là. En fait, on pourrait voir ce conflit comme un conflit d'acquisition de littoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acquérir un littoral, c'est effectivement acquérir des infrastructures portuaires et donc des débouchés pour des marchandises. C'est acquérir aussi maintenant des câbles sous-marins qui transportent des données, mais aussi parfois tout simplement de l'électricité. Le fait que le littoral soit devenu finalement une denrée précieuse en fait aujourd'hui une source de convoitise très importante, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. D'ailleurs, la population mondiale est elle-même essentiellement sur le littoral. Enfin, il y a un phénomène de littoralisation qui est à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau productif même. Les principales usines dans le monde sont aussi au bord du littoral. Donc le littoral devient un concentré de l'activité humaine. La couverture que vous avez utilisée est assez évocatrice parce qu'on a un navire français, un navire américain, un navire italien. Ce qui rappelle aussi que lorsque la France mène une opération, elle ne le fait pas seule. Elle le fait toujours avec ses alliés. Et donc, il y a aussi cette question du travail interallié et de la manière de s'accorder aussi. Parce chaque nation a sa manière de penser la tactique, d'avoir son propre armement. Là aussi, comment on fait pour arriver à connecter l'ensemble des marines entre elles lorsqu'il s'agit de mener une opération, comme on l'a évoqué, comme l'Afghanistan, comme la Libye ou comme le Sahel ? Alors traditionnellement, il y a trois grands domaines de ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc c'est-à-dire cette capacité à travailler ensemble, le domaine technique, le domaine des procédures et puis le domaine culturel. Donc si je les balaye assez rapidement, le domaine technique, ça c'est au cœur de la conception des programmes navals. On essaiera toujours de faire en sorte que nos programmes tels qu'on les construit, même si on les construit de manière nationale, peuvent coopérer avec d'autres bateaux. Donc dans la couverture que vous avez ici sous les yeux, en fait les trois bateaux sont certes différents d'apparence, mais en réalité leurs équipements sont capables de parler entre eux. Et par exemple, échanger une situation tactique par légion de données entre ces trois bateaux, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est natif dans ces programmes. Il y a un deuxième axe qui est l'axe des procédures, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, faire de la tactique selon les mêmes règles. Et là, globalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de l'OTAN a été quelque chose qui a permis de normaliser, alors avec évidemment la locomotive américaine devant tout ça, mais de normaliser nos procédures, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on rencontre un bateau allié en mer, on est très vite capable non seulement de se coordonner avec lui, et de produire des effets ensemble. Voilà. Et ça, on l'a vu, et la dernière mission du Charles de Gaulle, on a fait énormément de choses opérationnelles avec nos alliés, parfois avec un préavis très faible. Et enfin, il y a un dernier volet qui est le volet culturel, et je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire cette capacité à aborder le fait naval, le fait maritime de la même manière, et ça, en fait, pour le coup, ça se décrète pas, ça se crée sur le temps long. Et si je reprends l'exemple de nos alliés principaux en mer qui sont notamment donc la Royal Navy et l'US Navy d'un point de vue naval, les échanges qu'on a entre officiers, les exercices qu'on fait depuis des décennies ensemble, la connaissance parfois personnelle qu'il y a entre les commandants des bateaux, en fait c'est ça qui fait que l'alchimie prend. Et si on prend l'exemple de l'Afghanistan en 2001, le Charles de Gaulle, bateau tout neuf, qui sort juste des chantiers, va s'intégrer dans une coalition internationale avec les Américains. Et quand on regarde l'histoire, en grande partie, c'est parce que les commandants, les pilotes sur les porte-avions se connaissaient déjà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est particulier aussi dans la couverture, qu'on voit un petit peu moins. Il y a trois bateaux, effectivement, mais il y a un genre de nuage. Et en fait, ce qu'on a voulu dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que la guerre navale du futur, c'est finalement un brouillard qui s'épaissit, alors que la nouvelle technologie, les satellites, les drones pourraient laisser penser que le champ de bataille va devenir transparent. Nous, l'impression qu'on a eue plutôt, c'est que ce n'est pas le cas et qu'on fait face à une sorte d'obscurcissement à la fois informationnel, à la fois de mélange des milieux et des champs qui va rendre finalement la vision tactique plus difficile à obtenir. Et comme le disait Thibaut, c'est cette agrégation de plusieurs équipements, ce qu'on a appelé ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire la liaison des armes, mais pas seulement au point de vue technologique, qui est le fait que tout le monde soit interdépendant et s'appuie les uns sur les autres avec des capacités complémentaires, qui va permettre justement de transpercer ce brouillard.
Et alors là, on a évoqué la question de l'opérabilité avec les alliés. Il y a aussi avec les autres armes, l'armée de terre, l'armée de l'air. Vous avez des entraînements en commun ou du travail en commun aussi pour arriver à ce que la fluidité puisse se faire entre chacune des armes? Oui, effectivement, en fait, ça commence dès notre formation en réalité en école d'officier où on est confronté à l'interarmée et assez rapidement aujourd'hui en opération, l'interarmée ça fait partie du décor, si je puis dire. Historiquement, globalement, depuis la fin de la guerre du Golfe en 91, donc depuis les années 90, dans les armées occidentales, il y a eu un très gros mouvement d'interarmisation qui s'est fait. Et vous prenez aujourd'hui les armées françaises, elles sont nativement interarmées, à la fois dans le domaine capacitaire, dans le domaine des opérations. Donc tout ça est une respiration assez naturelle. Et quand vous prenez l'exercice Orion, qui a été fait assez récemment, qui est un grand exercice qui a impliqué toutes les armées françaises, on voit bien que toute la manœuvre en mer, la manœuvre amphibie, la manœuvre à terre ensuite, tout ça est pensé de manière tout à fait interarmée, et notamment les structures de commandement sont les structures de commandement tout à fait interarmées. En revanche, ce qui est nouveau, et ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'au XXIe siècle, on va avoir un nouveau challenge au-delà de l'interarmée, qui va être ce qu'on appelle le multimilieu multichamp, c'est-à-dire cette aptitude à se coordonner non pas entre armées qui opèrent dans un milieu, mais arriver à synchroniser nos effets dans d'autres domaines, notamment dans le champ informationnel, notamment dans le champ cyber, notamment dans le domaine spatial, qui sont des domaines nouveaux qui n'appartiennent pas à une armée en propre, mais dans lesquels il faut se coordonner. Et ce challenge-là passe notamment, alors évidemment par les moyens, par les équipements, mais beaucoup par la formation des officiers et par l'adaptation des structures de commandement. Et c'est-à-dire que la formation doit se faire aussi tout au long de la carrière de l'officier, de l'école jusqu'à la fin. Oui, alors globalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le temps de formation d'un officier, quelle que soit son armée, mais beaucoup dans les armées un peu technologiques que sont les armées de l'air et les marines, c'est quasiment un tiers de son temps de service. Et c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est Samuel Huntington, quand il a écrit sa thèse The Soldier and the State, donc le soldat et l'État, il prédisait déjà que ce taux de formation d'un officier dans une armée moderne serait d'un tiers. En fait, il ne s'est pas trompé, on en est là. Et ça, c'est nécessaire parce que la conflictualité évolue tellement vite que si vous ne vous formez pas correctement, vous ne serez pas capable de prendre l'initiative, d'aller tirer les bénéfices dans les domaines qui émergent pour arriver ensuite à vaincre dans votre champ professionnel. Alors ce que vous écrivez dans l'ouvrage, c'est la tactique, enfin le cinquième âge du combat naval. C'est quoi exactement ce cinquième âge et qu'est-ce qu'il distingue des précédents ? Alors le cinquième âge, c'est un découpage évidemment un peu arbitraire. Et comme tous les modèles, ils sont imparfaits, mais de manière très générale, je vais commencer par le premier âge, donc à l'âge de la voile, qui commence à peu près au milieu du XVIIe et qui se termine au milieu du XIXe, avec donc une trilogie qui va être la vapeur, le blindage, le canon, qui vont commencer à s'imposer. Donc là, on rentre dans le deuxième âge, qui est l'âge du canon, qui est un âge qui va durer jusqu'à peu près à l'entre-deux-guerres. Et sa manifestation la plus paroxystique, ce sera le cuirassé, hein, ce capital ship que tout le monde connaît à ce moment-là. Ensuite, un troisième âge qui est l'âge de l'avion, où là, globalement, les porte-avions vont s'imposer, le combat naval va se produire à distance, et le duel entre bateaux, entre escadres, va se faire sur des distances décuplées avec les avions. Les avions ensuite laissent la place aux missiles, sans totalement disparaître, après la Seconde Guerre mondiale, et là, donc, les premières guerres, notamment donc, du Moyen-Orient, et notamment la guerre des 6 jours, voilà, on la date généralement comme le début de l'ère du missile. Ère du missile dans laquelle on note encore en grande partie, et puis donc, ce cinquième âge, j'en viens maintenant à votre question, qui est cet âge qui est caractérisé par l'émergence des robots. Donc les robots, qu'est-ce que c'est ? Donc un robot, ça mobilise beaucoup d'imaginaire. Concrètement, ce qu'on voulait dire par là, c'est que sur le champ de bataille, c'est une grande tendance, de moins en moins d'hommes, de plus en plus de machines, et de plus en plus de machines pour faire des choses, et parfois même pour penser par elles-mêmes. Donc il y a des locomotives là-dedans, il y a la locomotive de l'intelligence artificielle qu'on examine, la locomotive également du traitement massif de données, la locomotive donc des tuyaux de circulation de l'information dont la taille ne fait qu'augmenter. Et donc dans ce cinquième âge-là, les procédés changent, et on examine dans quelle mesure le changement de ces procédés va affecter la manière d'aborder la tactique navale. Et donc cette figure qu'on essaye de donner, pour la rendre un peu
peu parlante, c'est le robot. Donc le robot, c'est le drone aérien, le drone sous-marin, le drone de surface, et puis plus généralement, c'est tous ces équipements un petit peu autonomes, pilotés à distance, dotés de capacités décuplées, qui s'imposent de plus en plus dans la guerre navale, sans pourtant remettre en cause ces équilibres fondamentaux. Il y a les drones, alors c'est un petit peu le concept à la mode, on rêve beaucoup, on fantasme beaucoup sur le drone. On pourrait imaginer des bateaux complètement autonomes, sans marin, finalement, pilotés à distance, et puis qui feraient les opérations nécessaires. Alors je pense qu'on peut tout imaginer, c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs contraintes. La première, c'est une contrainte de milieu qui est très forte, qui fera que probablement en mer, il sera peut-être plus difficile en tout cas, cela mettra plus de temps d'avoir des drones sous-marins, par exemple. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les drones aériens sont finalement très très avancés, volent depuis des années. Les drones sous-marins, c'est quelque chose qui est balbutiant et commence à peine. Donc il y a une contrainte de milieu qui est très très forte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup tendance à faire du drone la solution miracle. Et je pense qu'une des leçons de l'histoire, c'est que si le drone va se généraliser et va apporter une plus-value qui est incroyable, attention, veillons à ne pas non plus lui conférer toutes les qualités tout de suite. On a un exemple qui est très frappant dans le domaine naval, qui est que la marine américaine a mis en service récemment son premier drone catapulté depuis un porte-avions. C'était un succès majeur. C'est une petite révolution technologique. Elle est le seul pays à le faire aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que ce drone, qui est fantastique, sa première mission, ça a été de lui confier le ravitaillement des autres avions. Voilà. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce drone commence par faire des missions de bombardement, d'assaut en mer, etc. Et donc non, de manière très pragmatique, voilà, la chose à laquelle il était le plus adapté, c'était aller ravitailler les autres avions qui, eux, étaient des avions pilotés. Donc à ces contraintes et cette attention à ne pas en faire une arme miracle doivent nous guider pour définir justement ce qu'apportera le drone demain. En revanche, les drones existent déjà, hein, comme l'a dit François Olivier, dans les airs depuis bien longtemps. Sur la mer également, ils apparaissent. Il y a les premières expérimentations de bateaux sans aucun humain qui ont fait le tour du monde, hein, en étant soit pilotés à distance, soit lâchés de manière autonome, telle une voiture autonome. Maintenant, ce qu'on examine dans notre livre, c'est l'influence que ça a, cette généralisation du drone, sur la guerre navale. Bon, il y a, je ne vais pas tout citer, mais quelques points assez saillants. Le premier, c'est que ça va probablement faciliter le recours à la violence, puisque quand vous avez devant vous des engins qui sont non habités, forcément vous serez plus tenté d'utiliser la force avec moins de risques derrière, notamment de risques politiques ou stratégiques. Autre aspect qu'on examine, c'est l'imprévisibilité, l'instabilité que ça va faire peser sur le combat naval. Parce que quand vous avez un drone, alors s'il est piloté à distance, l'intelligence humaine est encore là, mais s'il est totalement autonome, la rationalité demain d'un drone, voire d'un essaim de drone, ne sera pas celle d'un humain, et donc ça, face à une intelligence humaine, ça peut aussi provoquer certaines instabilités. Et puis il y a un dernier point qu'on examine, qui est central en réalité dans la guerre navale, c'est la question de la masse, c'est-à-dire la question du nombre d'effecteurs que vous mettez dans la bataille navale. Le drone permet d'avoir une revanche de la quantité sur la qualité, à bien des égards, et ça on le voit aujourd'hui dans l'actualité, et ça aussi c'est de nature à repeser dans les équilibres tactiques, puisque, comme on le montre, à l'ère du missile et au 5e âge du combat naval, la quantité ne fait pas tout, mais c'est un critère majeur pour pouvoir notamment encaisser des erreurs tactiques sur le champ de bataille naval. Quels sont pour vous aujourd'hui les principaux atouts de la marine française, qui, rappelons quand même, la France est un des rares pays à d'abord avoir une marine de qualité et ensuite être présent sur l'ensemble des continents, notamment grâce aux possessions outre-mer. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, à la fois la particularité par rapport à nos alliés et nos atouts maritimes? Alors, la marine nationale, plusieurs manières de l'aborder, mais globalement déjà la France, ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est une nation assez particulière, puisque d'un côté c'est une nation continentale, qui dans son histoire a eu beaucoup de problèmes à régler sur le continent, et en même temps une nation avec deux façades maritimes et le deuxième domaine maritime mondial. Donc ça en fait une nation, comme on dit souvent, continentale, mais à vocation maritime. Vocation maritime qui a parfois été un peu contrariée dans l'histoire, mais dont on voit aujourd'hui qu'elle est largement prise en compte, et tout le monde s'accorde à dire que la France doit être une grande nation maritime. Maintenant, la marine nationale, si je devais résumer ses grands atouts, moi je pense que ce sont d'abord ses équipages, c'est-à-dire ces hommes qui sont déployés
longtemps, souvent, en équipage, avec donc une culture des opérations navales. Et ça, c'est quelque chose qui ne se recrée pas du jour au lendemain. Quand vous arrêtez une marine, quand vous arrêtez un groupe aéronaval, quand vous arrêtez certains moyens, reconstruire ensuite la culture qui va avec, notamment la culture opérationnelle, c'est très compliqué. Donc ça, c'est un premier atout. Deuxième atout, je pense, c'est aussi ses capacités de commandement. Quand on se compare souvent avec nos fameux compétiteurs, qu'on peut citer, qui sont très connus, donc nos compétiteurs chinois, nos compétiteurs russes, ce qu'on voit, c'est que la culture de commandement qu'on a en France et qu'on a en Occident, c'est une culture très décentralisée, c'est une culture de l'initiative qu'il n'y a pas forcément chez nos compétiteurs, et ça, c'est une force comparative qu'on peut largement exploiter. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est aussi, même si la marine nationale n'est pas une marine à la hauteur de l'US Navy évidemment, d'un point de vue quantité de moyens, c'est une marine en pointe, une marine technologique, une marine avec des moyens complets, porte-avions, sous-marins nucléaires d'attaque, je peux prendre l'exemple de nos systèmes d'autodéfense qui sont en pointe, et même si small n'est pas toujours beautiful, en tout cas, on peut être très fier, je pense, de ce que produit l'industrie navale française aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à tous les deux, Thibault Laverne et François-Olivier Cormand, d'être venus à notre micro. Merci pour votre fidélité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vaincre en mer au XXIe siècle, aux éditions des Équateurs. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Le numéro actuel a un dossier consacré à l'Indo-Pacifique et vous pouvez retrouver les anciens numéros en format papier et en format numérique sur le site de Conflit. Et puis en vous abonnant, vous aidez la revue, vous soutenez la revue. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez abonner vos proches ou la faire connaître à vos proches, puisque Conflit ne vit que par ses lecteurs. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.